Nous sommes le 9 mars 2026. L'histoire que je m'apprête à vous raconter ne fait pas les gros titres des journaux télévisés, du moins pas de la manière dont elle devrait. Elle n'est pas enveloppée dans le vocabulaire héroïque habituel que l'on sert au public pour le rassurer. Non, cette histoire est froide, clinique, et honnêtement, même moi j'ai encore du mal à y croire quand j'aligne les chiffres sur le papier. Pour comprendre le gouffre au bord duquel nous nous tenons en ce moment même, il faut remonter dans le temps. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Nous sommes le 19 octobre 2023. Il est environ 18 h, heure locale, dans les eaux lourdes et sombres de la mer Rouge. Le vent marin souffle sur le pont du USS Carney, un destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke. À son bord, un équipage de 300 marins américains qui s'apprêtent à vivre la nuit la plus longue de leur vie. Les alarmes retentissent, stridentes, déchirant le silence de la soirée. Le navire passe au poste de combat. Ce qui a suivi au cours des 10 heures suivantes n'était pas une simple escarmouche. Ce fut l'engagement au combat le plus intense d'un navire de guerre de la marine des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et écoutez-moi bien, ce n'est pas une description rhétorique ou une exagération journalistique. C'est la caractérisation exacte utilisée par la marine américaine elle-même, confirmée dans des déclarations officielles et répétée par toutes les publications de défense crédibles qui ont couvert la crise de la mer Rouge. Dans le centre d'information de combat du Carney, baigné dans une lumière rouge aveuglante, l'atmosphère était étouffante. La sueur coulait sur les fronts des opérateurs radars alors que les écrans se remplissaient de menaces entrantes. Le Carney a abattu 15 drones et 4 missiles de croisière au cours de ce seul engagement de 10 heures. L'air sentait l'ozone et la poudre. Les systèmes d'armes crachèrent du feu dans la nuit noire. Aucun marin américain n'a été tué. Aucun navire américain n'a été coulé. Le système de combat Aegis du Carney, ses intercepteurs de missiles standards, ses systèmes d'armes rapprochés et le professionnalisme absolu de son équipage ont fonctionné exactement comme prévu et exactement comme ils avaient été formés. L'engagement a été, selon toutes les mesures tactiques possibles, un succès américain complet et indiscutable. Mais je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est une victoire, que le système fonctionne, sauf que ce que cet événement n'était pas, et ce qu'aucune déclaration officielle sur cette nuit n'a reconnu assez clairement pour que quiconque, en dehors de l'état-major de planification navale, ne le comprenne, c'était un avertissement. Un avertissement terrifiant qui ne portait pas sur les Houthis, qui ne portait pas sur le Yémen, ni même sur l'Iran. C'était un avertissement sur l'arithmétique. Car lors de cette seule et unique nuit d'octobre 2023, le USS Carney a consommé des missiles intercepteurs à un rythme tel que, s'il était maintenu à l'échelle de l'ensemble du groupe aéronaval défendant la navigation commerciale dans la mer Rouge, il épuiserait le stock total de missiles standards de la marine américaine dans un délai qui ne se mesure ni en années ni en mois, mais en quelques semaines à peine. Et la marine américaine, au cours des 15 mois qui ont suivi cette nuit fatidique, a répété ce taux de consommation. Pas toutes les nuits, bien sûr, mais à un rythme que le Media Military. Comme a confirmé dans son enquête historique d'octobre 2025 comme étant le fait singulier le plus important de tout le tableau stratégique de l'état de préparation navale américain. C'est là que le vertige vous prend. Entre octobre 2023 et janvier 2025, les navires de la marine américaine ont tiré plus de missiles défensifs contre les drones et les roquettes des Houthis qu'ils n'en avaient utilisés au cours des 3 décennies qui ont suivi l'opération Tempête du désert, 3 décennies de réserve brûlées en 15 mois. Et puis, 25 jours après la signature des accords cadres de Raytheon conçus pour faire face à cet épuisement, accord signé le 4 février 2026, les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury contre l'Iran. Et les groupes aéronavals qui venaient de passer 15 mois à tirer des missiles à 9 millions de dollars sur des drones à 35 000 $ ont reçu l'ordre de retourner dans le même théâtre d'opération. Sauf que cette fois, c'est l'Iran qui leur tire dessus directement, et non plus par l'intermédiaire d'un groupe mandataire. Ce que je vous raconte ici, c'est l'histoire d'une rupture de chaîne d'approvisionnement. Pas le genre dramatique et soudain qui fait la une des journaux le jour où cela se produit. Non, c'est le genre progressif, mathématique, implacable, qui se produit au grand jour, qui est documenté dans les témoignages du Congrès et les registres d'approvisionnement, qui est reconnu par des amiraux nommés, des analystes nommés et des publications nommées, et qui n'est toujours pas compris par le public à la profondeur requise pour saisir ce que cela signifie pour les groupes aéronavals opérant dans la mer Rouge et la mer d'Oman en ce moment même. Mais que se passe-t-il quand la plus grande force militaire de l'histoire humaine réalise qu'elle est en train de se vider de son sang, non pas à cause des blessures de ses soldats, mais à cause d'une simple, froide et impitoyable équation mathématique? On croit souvent que le pouvoir s'effondre dans un grand fracas, sous le coup d'une attaque dévastatrice ou d'une trahison spectaculaire. Mais l'histoire nous enseigne une vérité bien plus subtile et dérangeante sur la nature de la puissance et de la fragilité. Les empires,
les institutions et même nos propres vies ne s'effondrent presque jamais d'un seul coup. Ils se fissurent lentement de l'intérieur par une érosion graduelle des ressources fondamentales que nous tenons pour acquises. C'est l'illusion de l'infinité qui nous perd. Quand vous êtes au sommet, vous croyez que vos réserves, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou morales, sont inépuisables. Vous dépensez sans compter pour éteindre les petits incendies du quotidien, aveuglés par votre propre force apparente. Mais la vraie vulnérabilité se cache dans ces moments de victoire tactique où vous ne remarquez pas que vous venez de brûler la fondation même de votre avenir. La leçon ici est brutale. Ce ne sont pas les grands obstacles qui nous détruisent, c'est la lente et silencieuse hémorragie de notre préparation face à eux. Revenons aux chiffres spécifiques de la campagne de la mer Rouge, car ils sont la fondation de tout ce qui suit, et ils sont d'une précision et d'une gravité qui dépassent tout ce qu'un simple résumé pourrait capturer. L'enquête confirmée de Military.com, publiée le 20 octobre 2025, a construit son analyse autour du déploiement du groupe aéronaval du USS Dwight D. Eisenhower. Ce groupe est entré dans la mer Rouge en novembre 2023 et a passé la première moitié de l'année 2024 comme la principale force navale américaine protégeant la navigation commerciale contre les attaques des Houthis. L'Eisenhower a tiré 155 missiles défensifs contre les drones et les missiles entrants au cours de ce déploiement. Il a également lancé 135 missiles de croisière Tomahawk lors de frappes offensives contre des cibles au Yémen. Cela représente 290 missiles de divers types, des joyaux de technologie militaire consommés en un seul déploiement, dans un seul théâtre, contre un adversaire non étatique armé d'armes que l'Iran lui avait fournies sur une décennie. Le USS Carney, au cours de l'intégralité de son déploiement dans le même théâtre, a fait face à 51 engagements de combat distincts. Je ne parle pas de 51 missiles ou drones isolés, je parle de 51 engagements complexes, dont certains ont duré des heures et ont nécessité plusieurs intercepteurs par engagement. À la fin de cette mission, le Carney avait tiré plus d'armes défensives que n'importe quel destroyer de l'US Navy depuis la guerre du Golfe. Le média USNE News a confirmé le tableau stratégique plus large dans son analyse de cette campagne. La marine américaine, la force navale la plus redoutable de la planète, a dû tordre et fracturer tout son calendrier de déploiement. Ils ont dû arracher des navires de la flotte du Pacifique sur la côte ouest, créant des trous béants dans leur architecture de sécurité globale, juste pour combler le vide laissé par le départ de l'Eisenhower. Cela a bouleversé le plan de préparation rotationnelle qui maintient la force des porte-avions, prête à faire face à des contingences simultanées. La menace Houthi, que l'armée américaine a publiquement caractérisée en mars 2025 lorsqu'elle a lancé l'opération Rough Rider, comme un groupe ayant attaqué plus de 190 navires et en ayant coulé 2, n'a jamais cessé de produire des armes assez rapidement pour remplacer ce qu'elle tirait. Le Reason Review a confirmé dans son évaluation de mai 2025, post-opération Rough Rider, que bien que les Houthis aient subi des dommages à leurs infrastructures critiques et à leurs réserves de guerre pendant ces 52 jours de frappe, ils conservaient des capacités adéquates pour maintenir des opérations à un niveau inférieur. Pire encore, leur ligne d'assemblage et d'approvisionnement pour les remplacements serait réactivée rapidement, leur permettant de se regrouper et de se réarmer. Et croyez-moi, ils se sont réarmés. Wikipédia, dans son entrée mise à jour sur la crise de la mer Rouge, a confirmé que les Houthis ont menacé d'intensifier le conflit et de reprendre les attaques en mer Rouge le 28 février 2026, le jour même où l'opération Epic Fury a commencé. Regardez maintenant ce que la marine américaine avait à sa disposition pour faire face à cette menace renouvelée, dans le contexte de tout ce qu'on lui demandait de faire simultanément. Car c'est dans les chiffres des stocks que la rupture de la chaîne d'approvisionnement devient visible avec une spécificité absolue. L'analyse de la Heritage Foundation, citée par Caliber Defense dans son reportage du 5 février 2026 sur les accords-cadres de Raytheon, a documenté la ligne de base. Les États-Unis n'avaient acheté qu'environ 9000 missiles de croisière Tomahawk depuis leur entrée en service dans les années 80. En 2024, le stock estimé n'était plus que d'environ 4000 unités. Pour vous donner un ordre de grandeur, les salves d'ouverture de l'opération Liberté irakienne, en 2003, ont consommé environ 800 Tomahawk en une seule campagne. Avant les accords signés le 4 février 2026, le Pentagone achetait ses missiles de croisière aux taux annuels confirmés suivants. 68 au cours de l'exercice 2023, 34 en 2024, 22 prévus pour 2025 et 57 pour 2026. Le média Defense Express a confirmé le rythme de production sous-jacent que ces chiffres d'approvisionnement représentent. La production de Tomahawks avant les accords cadres était d'environ 50 missiles par an. Si les États-Unis ont tiré 800 Tomahawks dans les premiers jours de la guerre en Irak et qu'ils en produisent 50 par an,
Remplacer les dépenses de cette seule campagne au rythme de production d'avant l'accord prendrait 16 années entières. Military, qu'on a documenté la réalité logistique implacable de la chaîne d'approvisionnement des composants qui rend une production plus rapide si difficile. Chaque Tomahawk nécessite jusqu'à 2 ans de construction en raison de composants ultra spécialisés et d'un nombre limité de fournisseurs pour des pièces critiques comme les moteurs de fusée. L'accord Raytheon cible désormais une production supérieure à 1000 par an. Ce que ces communiqués ne précisent pas, c'est le temps qu'il faut au système industriel pour atteindre physiquement ce chiffre de 1000 par an à partir de sa base actuelle. Car les agrandissements d'usines, l'outillage de précision, les embauches massives et le développement de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas des processus instantanés qu'on règle d'un coup de baguette magique ou d'une signature sur un contrat. Indépendamment de l'objectif contractuel, ces accords s'étendent sur 7 ans. Des accords de 7 ans ne sont pas conçus pour résoudre un problème qui existe aujourd'hui. Ils sont conçus pour résoudre un problème qui existera en 2032. Le Pentagone achetait 50 missiles par an. Le groupe de l'Eisenhower en a tiré 290 en un seul déploiement. Je vous invite à réfléchir profondément à la fracture béante entre le rythme auquel une nation tire ses armes dans un conflit réel et la vitesse à laquelle son industrie peut les remplacer. Alors, que se passe-t-il quand les tigres de papier de la bureaucratie entrent en collision avec le feu de la réalité et que l'ordre est donné de replonger ces mêmes navires, déjà épuisés, directement dans la fournaise d'une guerre encore plus vaste? C'est une vérité troublante sur la psychologie du pouvoir et la manipulation des masses. Nous avons cette tendance fascinante, en tant qu'êtres humains et en tant que société, à confondre la gestion de l'apparence avec la résolution du problème. Dans les hautes sphères politiques, la tentation est toujours de masquer la défaillance structurelle sous des déclarations de victoire à court terme. C'est le piège de la stratégie bureaucratique. On repousse l'échéance de la réalité en signant des contrats à long terme, en faisant des annonces grandiloquentes pour apaiser la panique du présent. Mais la réalité physique s'en moque. Les chaînes de montage ne se construisent pas avec des discours d'intention, et les guerres ne se gagnent pas avec des munitions qui n'existeront que dans 7 ans. Cette dissonance entre ce que l'on déclare publiquement et ce que l'on sait intimement être vrai est la racine de tous les grands effondrements institutionnels. C'est une manipulation de la confiance, un refus de faire face à la réalité arithmétique de notre propre survie. La famille des missiles standards est le domaine où cette rupture logistique devient la plus précise et la mieux documentée. C'est le système dont dépendent les destroyers et les croiseurs équipés de l'Aegis pour la défense contre les missiles balistiques, aux distances requises pour protéger un porte-avions contre les armes anti-navires iraniennes. Il y a 3 variantes en service actif qui comptent ici. Le SM-2, principal missile de guerre anti-aérienne de la marine. Le SM-3, l'intercepteur de défense qui engage les menaces au-dessus de l'atmosphère terrestre à des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Et le SM-6, le plus polyvalent, capable de guerre anti-aérienne, anti-surface et de défense terminale en une seule cellule. Le Defense Express a confirmé que le SM-6 est actuellement produit à environ 125 unités par an, avec un objectif de plus de 500 sous les nouveaux accords. Le média Defense Archive, dans son reportage exclusif de février 2026, a documenté la trajectoire terrifiante du stock de SM-3. L'approvisionnement avant la crise actuelle était d'environ 400 missiles au total. Un chiffre si dérisoire par rapport au taux de consommation de la mer Rouge que la Missile Defense Agency avait purement et simplement tenté d'annuler la production de la variante Block IB dans sa demande de budget pour l'exercice 2025, le dernier budget de défense de l'administration Biden. Le Congrès a annulé cette annulation uniquement après que les forces américaines ont tiré des SM-3 pour intercepter les missiles balistiques iraniens ciblant Israël en avril 2024. Defense Archives a également confirmé l'escalade des coûts unitaires, qui explique pourquoi ce stock est si restreint. Les prix projetés pour le SM-3 avaient déjà grimpé de 40% pour atteindre 12,5 millions de dollars l'unité. Avant les nouveaux accords, le coût unitaire semblait se diriger vers environ 18 millions de dollars par missile. À 18 millions pièces, 400 missiles représentent un stock de 7,2 milliards de dollars. Le SM-3 est littéralement l'un des objets les plus chers que l'armée américaine achète en quantité. Et accrochez-vous bien, les États-Unis en ont tiré plus de 150 pour défendre Israël lors d'un conflit de 12 jours à l'été 2025. Cela représente environ 25% de l'intégralité du stock de SM-3 consumé en 12 jours d'opération contre un seul adversaire. L'amiral James Kilby a confirmé ce que ces chiffres signifient pour l'opération actuelle lors de son témoignage devant la Commission des Forces armées du Sénat avant le début de l'opération Epic Fury. Les stocks de SM-3 étaient déjà épuisés à un rythme alarmant, avant même que la première bombe ne tombe sur l'Iran. Christopher Preble, chercheur principal au Stimson Center, a déclaré publiquement que bien que les États-Unis puissent assumer le coût financier de la guerre,
La véritable contrainte réside dans les stocks de missiles intercepteurs. Des taux d'interception élevés ne peuvent pas durer indéfiniment. Le Pentagone lui-même, à travers une fuite vers les médias américains dans la première semaine d'Epic Fury, a confirmé l'impensable. Si les frappes sur l'Iran continuent pendant plus de 10 jours, les stocks américains de certains missiles critiques pourraient commencer à s'épuiser. Si les usines ont besoin de 5 longues années pour forger un nouveau bouclier, mais que l'épée ennemie s'abat dans 30 jours, qui exactement va intercepter la lame? Le temps est l'arbitre le plus cruel et le plus incorruptible de nos décisions. Dans la vie civile, comme dans l'arène politique mondiale, nous passons des années à construire des fictions confortables. Nous repoussons les décisions difficiles, nous évitons les investissements douloureux, convaincus que nous aurons toujours un délai de grâce pour corriger le tir. Mais le temps est une ressource qui ne pardonne pas le mépris. Quand l'urgence frappe à la porte, elle ne lit pas vos contrats à long terme, elle n'écoute pas vos promesses de livraison pour la décennie suivante. La crise exige une réponse dans l'instant, avec ce que vous possédez concrètement dans vos mains, pas avec ce que vous avez commandé sur le papier. Le coût psychologique de la procrastination collective est incommensurable. Il révèle notre incapacité à sacrifier un peu de confort présent pour garantir la survie de demain. C'est l'ultime test de responsabilité, et bien trop souvent, nous découvrons que nous étions absents lorsque la préparation était exigée. Introduisons maintenant la dimension des Houthis, car la publication en 1945 a sorti une analyse terrifiante le 7 mars 2026, il y a exactement 2 jours, qui relie le théâtre du Yémen à celui de l'Iran dans les termes opérationnels les plus directs. Le docteur Brent M. Eastwood, ancien officier d'infanterie de l'armée américaine, a publié l'évaluation confirmée selon laquelle, si la guerre en Iran s'étend sur des mois plutôt que des semaines, les Houthis pourraient prendre les choses en main et riposter, ouvrant un nouveau front sanglant. Une telle campagne immobiliserait un autre groupe aéronaval dans une région où la marine est déjà étirée jusqu'à la corde, avec le Ford dans la mer Rouge, le Lincoln dans la mer d'Oman et le George H.W. Bush, qui se dirige maintenant vers le théâtre des opérations. Le cœur de cette analyse est l'arithmétique pure que les Houthis eux-mêmes ont démontrée au cours de 15 mois. Chaque missile ou drone Houthi nécessite un intercepteur américain coûtant entre 1 et 4 millions de dollars. La famille des intercepteurs SM a été largement employée lors de la campagne du Yémen, un ratio de coût que Dara Massikot, de la Fondation Carnegie, a qualifié d'épuisant. La menace des Houthis de reprendre les attaques, émise fin février, n'est pas un problème séparé. C'est une amplification désastreuse du même problème. Chaque SM-6 tiré sur un drone dans la mer Rouge est un SM-6 qui n'est pas disponible pour la défense du groupe aéronaval contre un missile balistique anti-navire iranien dans la mer d'Oman. Chaque SM-3 consommé pour défendre la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb est un SM-3 qui ne protégera pas le USS Gerald R. Ford. Ce sont 2 théâtres qui puisent dans le même stock confirmé d'environ 400 SM-3 et de 1500 SM-6 qui existaient avant que la crise ne commence. Pour comprendre la réponse de l'industrie de la défense, il faut regarder les accords de Raytheon. Tomahawk au-dessus de 1000 par an, SM-6 au-dessus de 500 par an, Abraham à 1900 par an. Le PDG de RTX, Chris Kallio, a parlé de vitesse pour fournir ces technologies critiques. Mais RTX a choisi ce mot avec un soin absolu. Pas le mot résoudre, pas le mot remplacer, vitesse, car les contraintes qui déterminent à quelle rapidité ces objectifs peuvent être atteints sont purement physiques, pas contractuelles. Le goulot d'étranglement des moteurs de fusée à propergol solide est le cœur du problème. Ce n'est pas un souci qu'un accord de 7 ans règle la première année. Il est résolu lorsque les nouvelles usines sont physiquement construites, ce qui prend des années. Defense Archives a confirmé un retard de production de 4 à 5 ans pour les 2 variantes du SM-3. 4 à 5 ans. L'opération Epic Fury a commencé le 28 février. Il y a 3 indicateurs que vous devez surveiller dans les semaines à venir. Le premier est de savoir si la marine déploie des armes à énergie dirigée, des lasers à haute énergie, dans la mer Rouge. Si cela arrive, ce sera l'aveu doctrinal que le ratio de coût des missiles standards est devenu intenable. Le deuxième indicateur concerne les prévisions de revenus de RTX pour le premier trimestre 2026. Le langage spécifique sur les délais d'accélération des livraisons sera la donnée la plus précise disponible sur la réalité de cette chaîne d'approvisionnement. Et le troisième indicateur, ce sont les Houthis eux-mêmes. S'ils reprennent leurs attaques, le USS Ford, déjà en mer depuis 241 jours lorsque la guerre en Iran a commencé, fera face à une menace écrasante avec un inventaire décrit comme épuisé à un rythme alarmant. Quand les silos seront vides, quand les écrans radars clignoteront de nouveau en rouge et que les alarmes hurleront dans le vide, que direz-vous aux jeunes marins qui se tiennent sur le pont, n'ayant plus rien à tirer ?
Il y a toujours un moment de bascule, un instant précis où les illusions se dissipent et où la vérité présente son addition de manière implacable. C'est le cœur même de la responsabilité civique et politique. Vous pouvez manipuler l'opinion publique, vous pouvez rédiger des rapports rassurants, vous pouvez débattre sans fin dans les couloirs capitonnés du pouvoir, mais la réalité, elle, ne négocie pas. Quand le métal brûlant fond sur l'acier, quand les réserves sont vides, la rhétorique s'évapore instantanément. Le leadership véritable ne consiste pas à gagner les cycles d'information de 24 heures, mais à avoir le courage de dire des vérités terrifiantes avant qu'elles ne se transforment en tragédies sanglantes. Nous sommes les témoins d'un système qui a préféré le confort de l'ignorance à la douleur de la préparation. Et dans ce jeu-là, ce ne sont jamais les architectes du déni qui perdent le prix fort, ce sont toujours ceux qui se tiennent en première ligne, seuls face à l'obscurité. Le USS Carney a tiré 15 missiles et 4 intercepteurs de missiles de croisière en 10 heures, ce fameux 19 octobre 2023. La marine a appelé cela l'engagement de combat le plus intense depuis la Seconde Guerre mondiale. Cet engagement a eu lieu avant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël de juin 2025. Il a eu lieu avant les 52 jours de frappe au Yémen de l'opération Rough Rider. Il a eu lieu avant que les 100 premières heures de la guerre en Iran ne consomment 3,7 milliards de dollars en armes et en coûts opérationnels. Un chiffre ahurissant confirmé par le CSIS. La chaîne d'approvisionnement censée remplacer chacun de ces bijoux de technologie produisait 50 Tomahawks par an et 125 SM-6 par an. Les accords cadres signés 25 jours avant le début de la guerre actuelle sont la bonne réponse institutionnelle, mais ils sont appliqués à la mauvaise chronologie. Ils résoudront le problème pour lequel ils ont été conçus. Ils le résoudront dans environ 4 à 5 ans. Mais la réalité est glaçante et définitive. Les groupes aéronavals qui opèrent près du Yémen et de l'Iran en ce moment même, ces milliers de marins naviguant dans l'obscurité sous la menace permanente, doivent se battre avec ce qu'ils ont entre les mains aujourd'hui, à cet instant précis. L'histoire militaire est jonchée des débris d'empires qui pensaient que leur richesse et leur sophistication les protégeraient éternellement des froides mathématiques de la guerre. C'est le miroir troublant de notre propre nature humaine. Notre brillance technologique est toujours, inévitablement, rattrapée par notre arrogante certitude que l'horloge tournera toujours en notre faveur. Je vous invite à observer attentivement les jours qui viennent, non pas à travers le prisme des discours politiques, mais à travers le silence pesant des soutes à munitions, là où la vérité nue et métallique attend son heure.